François Tchikic, bonjour. Alors toi, tu es scénographe. Scénographe, c'est quoi? Parce qu'avant, il y avait un autre mot, on disait décorateur. J'ai un ami Donald Cardwell qui faisait ça, au théâtre ce soir, tout ça. Donc scénographe, c'est quoi la différence? C'est comme entre instituteur et professeur des écoles, il n'y en a pas, ou il y a une augmentation quand même, faut pas déconner. Genre, t'as bossé quand même, tu vois. Non, lié juste à l'étymologie grecque. Ouais. Pour skenos, l'espace, Ouais. le décorateur, éventuellement, lui, pourrait s'occuper uniquement de décorer des objets sans se soucier de l'espace environnant. Le scénographe, lui, en plus de décorer, se soucie de l'espace qui l'environne et équilibre les différents espaces entre eux, de manière à avoir une mise en scène de l'espace. Donc c'est presque une évolution logique, hein. Tu commences par faire de l'éclairage, de la décoration, puis une fois que tu sais éclairer, décorer, tu peux peut-être prétendre être scénographe de manière à englober l'ensemble des tâches et des métiers qui permettent de gérer les espaces autant sur scène que dans des musées, que dans des expos, que dans des intérieurs. Ça m'est arrivé de faire des scénos aussi pour des archives d'intérieur quand ils acceptaient de se débarrasser de cette partie-là. Donc ouais, c'est juste que le terme est un peu pédant aujourd'hui, voilà, c'est tout. Mais c'est vrai qu'on nous a, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on nous appelait des décorateurs. Ouais. Alors, on est justement, ceci étant posé, on est dans le musée de l'instrument de musique. Alors, je n'ignore pas, tu n'ignores pas, Paul ne l'ignore pas, et les gens de peut-être même Céré ne l'ignorent pas, mais ce n'est pas le sujet de notre discussion. Qu'est-ce que tu fous là? Ah, ben je gère les espaces, justement. Et pourquoi on a besoin de toi? Alors, on a besoin de moi parce que Paul est là, il te paye cher, alors il serait temps de nous expliquer. De justifier mon salaire. Voilà, et pourquoi on aura moins de buffet à cause de toi finalement. Exactement, exactement. En fait, on a bouffé nous l'ensemble du budget sur la réalisation de cette nouvelle exposition temporaire, nommée Supersonique, de manière à pouvoir mêler, entremêler, agrémenter entre eux différents types aujourd'hui d'instruments de musique. Et ça va, je pense que Paul a peut-être dû te l'expliquer déjà, puisqu'on va effectivement d'une facture instrumentale basée sur la récupération, sur les monstres organologiques et tout ça, au travers des œuvres de Philippe Destrem. Et d'un autre côté, on a la rigueur des frères Bachet, la rigueur des matériaux, la pureté du métal, des lignes. Ouais, c'est très calculé parce que c'est au poil de prix. C'est de l'ingénierie, c'est presque des ingénieurs hein, en termes de matière et d'utilisation. Là où Philippe Destrem, lui à l'inverse, est entièrement dans le bricolage. Bricolage sans le côté péjoratif qu'on y attribue en général. C'est un bricolage. Parce que Hollande parlait pour gérer l'état de sa boîte à outils. Donc, c'est une sorte de géotrouve-tout un peu pour moi, Philippe Destrem. Et nous, en tant que décorateurs, ça nous intéressait là pour le coup d'arriver à mêler deux univers totalement opposés et à la fois les deux sont inouïs. Autant Bachet par leur histoire que Philippe par cette manière de réinterpréter l'histoire de l'organologie, puisque dans l'expo Supersonique, on démarre avec des instruments d'inspiration paléolithique. Oui, alors comme ce lithophone, comme on l'a appelé, qu'on vous voyez ajuster. Alors, il y a la photo, vous étiez comme deux tapissiers en train de monter le coussin d'un divan. Puisque vous clouiez, je ne sais pas si c'était du cuir ou un tissu en dessous. C'est la peau en fait que Philippe utilise sur scène pour déployer son lithophone, puisque l'ensemble des instruments, ou en tout cas toute ou partie des instruments qu'on a ici, Philippe s'en est déjà servi dans des spectacles musicaux. Donc en gros, en général, un peu comme une batterie, c'est sur scène d'installer une batterie, tu as une moquette, le lithophone, de la même manière, tu mets une peau dessous pour pas que le lithophone soit en contact avec la scène. Et donc lui, en fait, parce qu'on est dans le cliché paléolithique, il a récupéré une peau de bête, et donc on a récupéré sa peau de bête, on l'a remise en scène avec les éléments du lithophone, de manière à pouvoir avoir en tout cas l'esprit de l'œuvre que Philippe avait au moment de sa réalisation. Les végans détestent cet instrument. Et encore quand ils seront qu'on badigeonne de miel, non je déconne. Donc justement, il y a des sons différents et c'est renvoyé aussi, la peau joue son rôle, elle n'est pas qu'un côté esthétique. Non, elle a juste un côté esthétique pour le coup. Ah ouais. La pièce, nous on a entouré, puisque dans mon équipe on travaille autant sur la sonorisation des espaces, la mise en vidéo et aussi en image des espaces, et la salle des horizons, celle dont on parlait, où il y a les instruments paléolithiques. En plus d'avoir la présentation des instruments de Philippe, une nouvelle bande-son en quadriphonie a été créée pour le... Oui, c'est l'art total, si on peut dire. Exactement, c'est une mise
une mise en abîme. Cette salle permet aux voyageurs de s'immerger. C'est la première salle. Exactement. C'est une salle des départs, une salle des C'est le voyages. monolithe dans 2001 au lycée de l'espace. Sauf que le nôtre, il est couché. Il Voilà, c'est ça. On l'aurait passé sous un rouleau compresseur, le monolithe, et accordé, tu peux jouer tout à fait de la musique avec. Donc, dans la mesure du possible, avec quelqu'un qui sert d'expérimentateur, la salle des horizons peut tout à fait se rendre musicale par simple démonstration. Donc il y a un enchaînement de salles et on sort de l'autre côté où on vient sur la modernité, voire la post-modernité, voire ambiance Mad Max et des potoirs, si j'osais dire. On est post-apocalyptique avec les déchets plastiques et l'ensemble des déchets a priori, puisque c'est ce qu'on retrouve sur les toiles imprimées qui ont servi de décoration au mur, qui elles-mêmes ont repris l'idée que nous amène le luthier Philippe Destrem, puisqu'en fait cette dernière salle contient exclusivement des objets en peau, en matière recyclée, qu'avec des choses de la récup. Donc nous, l'idée a été d'accompagner et de prolonger son travail avec effectivement des effets de matière. Donc tu es obligé de travailler avec le créateur. Forcément. Donc il y a un gros travail dialectique pour que vous compreniez, pour que justement ta mise en scène soit à la hauteur de ce qu'il a créé. Exactement. C'est un peu comme si tout d'un coup Philippe le luthier ou les instruments des frères Bachet étaient mon scénario et mon script, et que moi tout d'un coup je devais découper, comme on le ferait au moment du storyboard par exemple, découper puis réaliser et mettre en scène par la suite. Donc normalement le vrai boulot c'est une collégiale entre notre directeur Paul, les commissaires d'exposition que sont l'association des structures Bachet et Philippe Destrem, et nous scénographes. Donc c'est une collégiale de direction qui permet de prendre des décisions en commun entre les enjeux organologiques, les enjeux pédagogiques, les enjeux visuels, plastiques, et après les enjeux sonores par rapport aux choses qui sont à manipuler ou à mettre en place, comme dans la salle qui nous occupe ici, où ici on est plutôt dans une pièce qui permet de jouer et de mettre en œuvre partie des instruments, là où ailleurs, vous avez pu le voir lors d'un peu de la prévisite tout à l'heure, beaucoup de choses sont en vitrine, donc ne sont pas jouées par les gens directs. Voilà. Alors comme disait l'ami Grillet, Thierry qui était là tout à l'heure dans l'Indépendant, il manque que l'olfactif en fait. Sinon, on l'aura presque ici, tu vois, dans la pièce dans laquelle nous nous trouvons. On a fabriqué un atelier en bois brut de récupération. Juste pour l'anecdote, cet atelier derrière est fait avec des planches de bois qui étaient en place déjà dans un magasin de fleurs il y a 80 ans, sur la commune de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. D'accord. Donc ce bois a une odeur, il a vécu, et du coup, quand on se rapproche de l'atelier, de des instruments dessus, on ne peut pas ignorer que ça ne sentira pas le bois balsa, ou le formica, ou le contreplaqué. Ouais, l'atelier, on sent déjà, il a une petite odeur il sent le vieux bois, le très vieux bois. Les instruments de Philippe ont une odeur naturelle, le bambou, certains plastiques utilisés, certaines matières. Donc, sans aller jusqu'à imaginer, comme on pourrait le faire, nous, dans certains spectacles, des capteurs, des diffuseurs olfactifs qui renforcent les odeurs. Là, je peux te garantir que naturellement, près de l'atelier, ça sentira le vieux, ça sentira la matière, le bois, les formes, là où effectivement le polyester et le PVC utilisés dans les structures Bachet, c'est des matières inertes. Donc effectivement, là, on n'a pas du tout d'odeur, par contre. C'est le côté moderne des années 50. Oui, c'est ça, c'est du rétrofuturisme. Voilà, parce qu'ils anticipaient le futur, et donc là, c'est des crânes décalotés de Télétubbies, on peut le dire maintenant. C'est un peu ça, exactement, tout à fait. Même si moi j'ai toujours milité pour la mort des Télétubbies, effectivement. Voilà, on leur dira, et si tu es attaqué un jour par des Télétubbies, il ne faudra pas t'étonner. Qu'est-ce que je veux dire? On revient à la salle de sortie qui est polynésique, si on peut dire. Donc il y a les casques qui pendent avec la Reine de la Nuit. En multiversion. En multiversion, ouais. Les gens pourraient écouter avec des casques mono-oreilles. Voilà. 16 versions simultanées de La Reine de la Nuit. Et un peu comme on en parlait un peu tout à l'heure en légère présentation, donc tu auras une version téléphone mobile, une version rock, une version par Florence Foster Jenkins, une version totalement molle, une version survitaminée, de manière à montrer aujourd'hui ce que c'est qu'aujourd'hui la manière dont les gens consomment la musique. Ça va avec les matières qu'on évoquait tout à l'heure. On parlait des plastiques que Philippe recycle et récupère pour en faire des instruments. Et bien de la même manière, les images sonores que les gens vont pouvoir avoir au travers des sons de La Reine de la Nuit, c'est une manière de dire aux gens, voyez comment aujourd'hui la musique est redigérée. Alors, on va entendre tout d'un coup l'air de la Reine de la Nuit quand on va prendre un métro, le son va être pourri, lointain, on va avoir quelqu'un avec un vieux téléphone mobile, un répondeur avec ce vieux son MIDI un peu qui va. Ça nous permet en tout cas de prolonger pour nous l'aventure de la récupération en disant,
visuellement, nos bâches, les instruments de Philippe Destrem vous montrent ce que c'est qu'une société de consommation qui jette et comment intelligemment on peut récupérer pour en faire autre chose. Mais ça ne s'arrête pas là. Le son est digéré, réingurgité pour être Oui, comme une vache, on a plusieurs oreilles, plusieurs estomacs. Exactement. De la même manière, ça nous permet en tout cas de dire avec cette dernière pièce aux gens et de les mettre face aux réalités du monde contemporain aujourd'hui et des problèmes liés aux déchets, et pas uniquement les déchets en matière, mais les déchets sonores, oui, voilà, les déchets visuels aussi de la même manière. C'est une manière de mettre en abîme les choses sur le déchet et le recyclage. Alors, il y a une vidéo projetée sur un mur que même sans acide, j'en aurais pris un tas, j'aurais vu la même chose. C'est à peu près ça. Alors, parle-nous du papier peint étrange que tu n'as pas quitté les années 70. C'est une mosaïque. Et la projection qu'il y aura dessus, qui va interagir. En fait, la bâche qui est au mur, c'est une création graphique qui a été imprimée sur une grande bâche d'environ 6 mètres sur 3,50 mètres de haut à peu près, qui couvre entièrement le mur. Et en fait, cette bâche est composée de tout petits carrés de 5 cm sur 5 cm. Chacun de ces carrés est composé d'une image de déchetterie. Et sur chaque image de déchetterie, tu as autant des vieux téléphones mobiles, des bouteilles, des pailles, des plastiques, des caissettes. En gros, moi j'ai été faire un travail de recherche graphique sur tout ce qu'on trouve dans les poubelles, à condition par contre, et c'était là, c'est pour ça que tu fais le rapport effectivement au côté un peu psychédélique, parce qu'on a joué quand même la carte, nous, des couleurs acidulées, de manière à éviter à ce que le déchet soit encore vieux, abîmé, sale. L'idée n'était pas de reprendre en tout cas du déchet pour ce qu'il est, mais de jouer sur les couleurs. D'abord parce que l'ensemble des instruments et des choses que nous avons ici sont dans des couleurs pétardes, un peu flashy et tout ça, et qu'on voulait avoir un lien. C'est la première fois aussi depuis quelques années qu'on amène la couleur pure dans ce musée. Jusqu'à présent, les dernières expositions temporaires nous emmenaient dans des tonalités de brun, des couleurs de terre, des couleurs liées à certaines régions du monde. Où on est à l'anthropologie classique, on va dire. Tout à fait. Là, on est d'une manière très urbaine avec la couleur. Oui, voilà. Ce que proposent les bâches. On revient à ce côté survitaminé de la couleur et qui nous a permis du coup de proposer cette grande bâche qu'on a sur le mur, qui va recevoir effectivement un mapping de vidéos où en fait on redéstructure justement cette mosaïque d'images pour laisser apparaître très progressivement tout ou partie des instruments qui sont dans la vitrine juste à côté, ce qui permettra d'abord pour le public d'avoir un appel visuel pendant qu'on écoute de manière un peu rigolote au casque les airs de la Reine de la Nuit, mais surtout parce que ça nous permettait pour certains instruments de pouvoir bénéficier de très gros plans. Certains instruments en vitrine, puisque souvent on nous reproche qu'au travers de la vitrine, les gens voient mais ne peuvent pas s'approcher pour voir effectivement le côté récup de l'objet. Là, pour le coup, on a pris les plus petits ou ceux qui valaient le coup, on les a vraiment agrandis de manière à ce qu'on puisse avoir une boucle répétitive qui nous redonne à voir en très gros plan les instruments pour tous. Par exemple, on a un ukulélé boîte de conserve, c'était quand même intéressant, il est chouette, il est super bien éclairé dans la vitrine, mais c'est trop bien éclairé, ça méritait qu'il soit mis avec ses couleurs acidulées autour. Il est presque plus dans son environnement quand il est projeté sur la bâche que super bien mis en valeur dans une vitrine, parce que tout d'un coup c'est quand même étonnant d'aller sublimement lécher avec des lumières parfaites un truc qui est quand même fait avec ce qui a été récupéré dans les poubelles. Donc c'était ces paradoxes-là qui nous intéressaient dans cette salle, de trouver des contrastes justement, et la vidéo va venir appuyer ou remettre en scène en tout cas l'objet dans son contexte, puisque Philippe Destrem, le luthier, a fabriqué ce ukulélé boîte de conserve en allant fouiller dans les poubelles. Et du coup on projette son ukulélé boîte de conserve sur des images de poubelles. Comme ça effectivement la boucle est bouclée, sans parler de mise en abîme, parce qu'évidemment effectivement le spectateur qui aura très vite compris la mécanique de renvoi entre les sons, les images, la vidéoprojection. Chacun après se racontera sa propre aventure là-dedans, mais il nous paraissait important en tout cas de ne pas rajouter de la poussière sur les déchets, de travailler plutôt dans un côté très vitalisé. Ça aurait été cliché en fait. Ouais, un peu comme souvent les musées où les gens s'attendent à voir des choses poussiéreuses et un peu ringardes. Oui, voilà. Là, on est tout sauf dans un musée ringard, on est dans un musée qui est une sorte de véritable écrin, où chaque vitrine est une véritable boîte à bijoux fabuleuse. Mais on est toujours dans les mêmes teintes, on est dans des belles couleurs mordorées, des couleurs de peau, de terre. Là, grâce à cette exposition-là, on approche, parce qu'on a pu le faire aussi, il y a une sorte de fil rouge, un fil conducteur que les gens pourront découvrir dans le musée. Oui, parce que chaque expo est une prolongation, disait Paul Massé. Exactement. Et celle-ci se prolonge avec des... Donc il y a des mains partout. Oui, alors oui, les mains là qu'on voit là, alors... C'est des mains en fait qui pour nous, parce qu'elles sont colorées pareil et peintes de la même manière, viennent prolonger la thématique surréaliste et inouïe qui nous occupait dès le départ de cette conception. Qui tiennent la plupart du temps des frondes sonores. Alors elles tiennent des rhombes paléolithiques
danse dans le premier des couloirs qui nous occupe, et après la main en fait devient pour nous, parce que c'est les mains du luthier, c'est les mains du musicien, c'est les mains de celui qui manipule l'ensemble des instruments que nous avons. Ces mains sont réparties dans le musée, un peu comme un fil rouge permettant aux gens de connaître les différents spots supersoniques qui s'ajoutent et se superposent à la collection permanente. L'autre métaphore pour nous qui nous intéressait là-dedans, puisqu'on travaillait sur le surréalisme et l'inouï, c'est que cette cage d'escalier équipée de miroirs déformants et de ses mains nous rapproche de l'univers de Jean Cocteau, soit au travers avec les mains du film La Belle et la Bête, soit au travers des miroirs déformants, du sang d'un poète, voire même dans le Testament d'Orphée, quand tout d'un coup il repasse au travers des miroirs. Alors il y a un lien direct parce que la musique du film a été faite et on revient aux frères Bachet. Alors on revient parce qu'effectivement c'est Lasserie à ce moment-là qui compose les musiques et fait appel aux frères Bachet pour enregistrer sur cristal la musique du Testament d'Orphée. Donc l'orgue qu'on a filmé tout à l'heure. Exactement. Qu'on n'a pas la là. boucle est bouclée, sachant que pour nous, effectivement, on est sur une époque, en tout cas, où Dali, Cocteau, Picasso, Buñuel nous proposent, soit par l'image à ce moment-là, soit par l'image fixe, ou en tout cas en mouvement, des choses assez extraordinaires. Et ça nous permettait, en tout cas au travers de cette thématique surréaliste, de remettre par la métaphore des mains les Bachet dans leur contexte historique, effectivement, les années 40-50, pour Cocteau en ce qui nous occupe dans la partie de l'escalier que l'on monte, mais comme les mains, tu as pu le montrer tout à l'heure, les mains sont toutes en couleurs, on a repris les couleurs effectivement de l'instrumentarium pédagogique, de manière à ce que même ces mains, issues de l'univers coctien, pour nous restent encore comment on appelle ça, en lien direct avec le reste des instruments du musée qui eux reçoivent cette on revient à la synesthésie, tout est dans tout et vice-versa. C'est le principe un peu pour nous du travail quand on fait une expo temporaire. Un, c'est d'arriver à ce que la scénographie reste suffisamment discrète pour porter les collections. Il n'y a rien de pire. Genre, t'as vu comme scénographie bien, c'est pas criard comme ça. Il n'y a rien de pire pour nous que quelqu'un qui sort en disant la scénographie est géniale. Ouais. C'est là que la collection est à chier. Nous, notre rôle est de mettre en valeur la collection, pas de mettre en valeur notre scénographie. Du coup, ces mains, ces genres de petits détails sont vraiment des touches. Et on vient appuyer, sous-peser, porter, éclairer, mettre en valeur, mais jamais en tout cas d'avoir une pièce complète qui ne soit portée que par la scénographie. L'intérêt de la scénographie est d'accompagner les collections, et là on a eu la chance cette année de travailler pour une fois avec des couleurs très vitaminées, ce qui permettra effectivement d'avoir une... Ça sort des ocres habituels. Parce qu'effectivement jusqu'à présent, que ce soit dans Les Enfants du Nil ou les Contes de l'Univers avec le Wayang, on était dans des couleurs, forcément on en parlait tout à l'heure, des couleurs de peau, de terre, toutes ces couleurs effectivement de sable, des matières vivantes. Parce que dans l'épisode précédent, c'est toi aussi qui as fait la scénographie. Tout à fait, ouais. Voilà, donc comme ça... Et ce qui nous permettait en tout cas là, de prolonger comme on le disait, puisque chaque exposition doit tuiler et accompagner la suivante. Celle-ci, Supersonique, je pense que vous avez dû en parler avec Paul, effectivement dans cette pièce, les touches de couleurs arrivent, mais viennent compléter ce qui était déjà dans l'exposition précédente. Le gamelan, en l'occurrence, qui lui reste dans la même pièce. Et par contre, le gamelan est accompagné sur des portes. Alors là-bas, c'est l'Indonésie, comme on avait filmé. Mais avec, encore une fois, nos touches de couleurs très prégnantes à côté du gamelan, juste pour dire... Des dessins que tu as réalisés dans les... Mon Dieu, si j'avais pu tous les faire, j'en ai fait 2. Voilà, c'est déjà pas mal. Vinci. Oui. C'est monsieur Leonardo da Vinci qui a fait les 4 autres. Ouais. Mais ça nous a permis en tout cas de pouvoir montrer effectivement aussi que l'instrumentarium monstrueux naissait déjà entre les mains d'un type comme de Vinci qui avait tripé comme un fou. Parce que je pense que la plupart des choses qu'il a dessinées, je suis pas, à part si le dernier, La Cité de la Musique, en a fait une copie, ça existe et ça se joue, mais le crâne instrument de musique, c'est quasi injouable, comme le serpent lyre qui a été créé pour l'affiche de l'exposition. Quand j'ai dessiné le serpent lyre, je pense qu'en tripant un peu et en prenant les trucs dont tu parlais tout à l'heure, je pense qu'on pourrait en jouer un moment ou un autre. Oui, avec du thym et du romarin, ouais. Voilà, exactement. Vous, les enfants, ne le refaites pas à la maison. Tout à fait. Mais l'idée était de garder ce côté en quête de l'inouï, continuer de nous faire rêver au travers même des dessins ou des différents éléments que nous avons dans l'expo. Donc il y a un travail, si en littérature il y a un terme, la scénographie, on est dans le réalisme magique. Oui, il y a aussi de ça. Heureusement que ça ne se limite pas à ça, puisqu'il y a des vraies parts de la scénographie où on est uniquement de l'onirisme. La cage d'escalier, en l'occurrence, celle que l'on évoquait avec les mains et les miroirs, on ne va pas aller écrire en toutes lettres aux gens en leur disant rappelez-vous Cocteau, rappelez-vous le son. Il y a 2-3 notes, mais fondamentalement, les plus jeunes qui n'ont jamais vu, à part la version horrible de Disney de La Belle et la Bête, mais qui ne reprend pas ces principes-là,
aujourd'hui, qui va se rappeler de cette version noir et blanche? Enfin, moi, je connais Cocteau, mais comme c'est les Cocteau Twins, donc ça n'a strictement rien à voir, encore non, que... ils étaient plus agités que que le premier. Mais c'est pour ça que je te disais ça. Tu as la cage d'escalier, elle ne sert à rien d'autre qu'à faire rêver les gens dans un passage intermédiaire entre la salle paléolithique, qui est très concrète, on a des instruments, Oui. et dès qu'on arrive au premier niveau, on se retrouve dans le musée, la collection permanente. Donc voilà pile poil justement une transition basée uniquement sur l'onirisme, le surréalisme. Et du coup, les gamins, on en avait déjà vu, on a pu le tester cette semaine pendant qu'on installait, les gamins tripent sur les miroirs et les mains, ça les fait délirer. Ils délirent pas pareil que les parents qui font « on dirait le truc de La Belle et la Bête Oui. ». Les minots, ils font « des mains en couleur ». Oui. Pari réussi. Chacun y a vu une sorte de trip un peu rigolo, déformant, sympathique. On y projette ce qu'on a en soi. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? La posologie par pièce, c'est combien? Je veux dire, comme le temps d'infusion par pièce, il faut y rester 5 minutes, 10 minutes. Tu sais, la fameuse question, combien de temps on reste devant une toile de Picasso? Là, je fais un clin d'œil au musée Rigaud. Combien de temps on reste dans une pièce, à ton avis? Tu as des pièces, en tout cas, où tu peux vraiment passer des dizaines de minutes, ouais. sans aucun problème. Pour peu qu'on te file un pouf ou un transat. Exactement. On pense à la salle d'exposition temporaire, la toute dernière du musée, celle dont on parlait tout à l'heure. Celui qui a envie de se faire l'ensemble des 16 versions de La Reine de la Nuit, et du morceau surprise qui sera à découvrir une fois que l'expo sera ouverte, tu peux rester au moins 32 minutes minimum, si tu veux, plus la projection, plus la vitrine. Juste avant ça, on a une machine étrange que les gens découvriront qui permet de faire de la musique et des images en même temps. Tu peux y rester 30 secondes, faire poète-poète en faisant ouais, ou tu peux y rester une demi-heure en faisant un vrai morceau de musique pour voir ce qui se produit à l'écran et nous jouer un air de piano. Et tu as d'autres pièces comme la cage d'escalier, elle n'est pas du tout faite pour qu'on s'y arrête. Oui. Elle est faite pour accompagner l'œil du visiteur sur la montée. Oui, d'ailleurs, vous feriez bien de vous manier le tronc parce qu'il y a des gens derrière, on n'a pas que ça à foutre. Exactement. Quoi. Sachant qu'effectivement, comme à ce moment-là, les miroirs feraient bien de réfléchir avant d'envoyer les images, voilà. Ne pas s'y arrêter et continuer le périple. Donc en gros, les pièces ont été équilibrées de manière à proposer des choses différentes aux gens. La première des pièces, on y reste. Il faut prendre le temps de la découvrir. Mais après, chacune des pièces se dégustera en fonction de l'envie des uns et des autres. On a des choses totalement passives et on a certaines activités qui viennent en complément des collections d'instruments. Matin, Paul nous a montré un truc dans la salle des instruments catalans. Tu as pu ça, j'allais dire ça fait poète, non, ça fait un peu plus que poète. Tu connais les jeux qui sautent avec les tapis de couleurs? Oui, j'ai vu ça, mais bon... c'est le même principe, voilà. Sauf que là, au lieu de le faire pour rien, on a repris les instruments de la coble. Et en gros, les gens pourront surimpressionner le son d'un des instruments de la coble par-dessus le mix global, de manière à ce que quand j'appuie sur une dalle, tiens, j'entends tel instrument, la contrebasse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, par exemple, c'est une activité, tu peux le faire 5 fois et te barrer au bout d'une minute, comme y passer 10 minutes, en essayant, d'une manière très pédagogique, de faire entendre aux uns et aux autres de quel instrument il s'agit. Donc, l'avantage que l'on a, nous, dans ce type d'activité ou d'installation scénographique, c'est qu'on peut tout à fait dire aux gens, passez d'une manière plastique et visuelle, ou arrêtez-vous d'une manière pédagogique si vous avez vraiment envie de découvrir le son, la musique, les images. Donc c'est vraiment à plusieurs niveaux de lecture. Il n'y a pas une pièce où on pourrait déterminer un temps. Il y en a vraiment où tu peux y rester des dizaines de minutes. Oui, parce que c'est un lieu de méditation. Alors il faudrait une Malvoisie d'Henri Lhéritier en plus. Et ça... Servir frais, merci. Et ça serait parfait. Alors, on peut dire aussi aux gens, parce que moi je m'adresse aux foules, François, est-ce qu'on peut faire des selfies? Bien sûr, il est même recommandé d'en faire, mais en ne tombant pas en arrière dans la cage d'escalier, parce que c'est cela, les selfies de la cage d'escalier seront mortels, ça je vous le garantis d'avance. Voilà, on appelle ça le coup du lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Exactement, aidé par Cocteau pour le coup. Voilà. Mais oui, effectivement, je pense qu'en tout cas, il y a pour les gens qui aiment la photo avec des écrans glacés, brillants et tout ça, suffisamment de couleurs cette année pour que ça marche vachement bien sur les écrans Retina, puisque c'est ça qui plaît aux gens aujourd'hui. Ouais, et qui nous pourrit la cornée, mais ça n'a rien à voir. Là, nous, on va les aider à se pourrir la cornée avec nos couleurs flashouilles un peu partout. Donc, en tout cas, les gens pourront à loisir, là-dessus, s'amuser avec ça. Parce qu'effectivement, même la salle dont on parlait tout à l'heure, la salle d'exposition temporelle, la dernière sur les plastiques, ça vaut le coup de se faire un selfie quand même devant une fresque de déchets géantes. Ça n'arrivera pas dans sa vie. Voilà, il y a des choses amusantes comme ça sur lesquelles on a pu le voir. On a eu la chance d'avoir cette semaine pendant qu'on bossait des enfants qui ont traversé le musée et on l'a vu. On n'a pas eu le temps de discuter avec eux, mais on l'a vu dans leur bille tout d'un coup.
Bon, si, bon, ça c'est Paris gagné chez eux, ok, les yeux ils ont fait chip chip, Voilà. comme on imaginait que ça allait le faire. Finalement, c'est devenu Disneyland, ce musée. Ouais, ouais, ouais. Enfin, Il a Paul pas fait s'habillera pas en Mickey, parce qu'il faut pas déconner, non, mais... il a fait d'autres belles choses, Disney sans forcément tomber là-dedans, mais en tout cas, oui, là où je te rejoins, c'est qu'on a, nous, sans tomber dans le cliché disneyen, mais c'est la première exposition où Paul nous a laissé apporter un complément d'activité. Notre rôle de scénographe, cette année, n'a pas uniquement été consacré uniquement à la mise en valeur des œuvres, mais à apporter des compléments d'activité, comme cet orgue fabuleux que les gens pourront découvrir, ou la salle dont on parlait tout à l'heure, ou la cage d'escalier. Ce sont ce que moi j'appelle des salles d'activité, où les gens peuvent y passer, faire pouet-pouet dans la salle catalane et repartir, comme consacrer 20 minutes à l'activité salle catalane pour découvrir les différents instruments de la coble. Donc c'est la première année aussi où on a introduit progressivement dans la scénographie, pour compléter les collections, des activités qui seront retirées après l'exposition temporaire, mais qui pourront resservir dans d'autres conditions pour éventuellement être redistillées, soit en animation pédagogique, soit pour d'autres expos par la suite. Mais c'est la première fois qu'on intègre un peu ça dans la collection, qu'en plus de porter les instruments, on a proposé une part d'activité de manière à dire aux gens, cette fois-ci, le parcours est complet et global dans l'ensemble du musée. La collection permanente, puis l'exposition temporaire qui vient par-dessus, avec quelques activités qui vont venir ponctuer, et ça nous permet, nous, en tout cas, de pouvoir faire un très grand écart, parce qu'honnêtement, encore une fois, la salle catalane avec la coble, il y a 25 ans, il va triper dessus. Le père musicien qui, lui, va vouloir s'amuser pour voir si on est juste dans le mix, dans les instruments, et on l'est, pourra s'amuser à faire l'activité jusqu'au bout et réaliser qu'effectivement, la décomposition et le mix de la coble est juste. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture. Exactement. François, merci. Donc on se retrouve samedi. Oui. Petite chose, parce que du coup, comme tu veux une voiture? Je sais pas. 24 elle peut servir, non, c'est pas ça. Dieu a donné une Mercedes à Yohann Bez, mais on va s'arrêter. Non, c'était juste pour en même temps en profiter, si tu gardes ce petit bout-là, pour remercier Mathieu avec qui je travaille. Oui. C'est le blond échevelé qui est. Voilà, et le grand blond maigre. Ouais. C'est facile à reconnaître. Il y en a un qui a Mathieu 2T et un Mathieu 1T. D'accord. C'est mes deux compères d'activités au sein de Monumental, parce qu'ils m'ont aidé à concevoir l'ensemble des activités de la scénographie sur ce projet-là. Bien, François, on te remercie. Donc, on se retrouve samedi 1er juillet à 11h30 au musée pour l'inauguration. Et mardi 4 en direct du musée de l'instrument de musique de Barcelone, où on récupérera la guitare gonflable Bachet. Et on fera l'interview encore de Paul Massé et du directeur du musée, en français et en catalan. Super. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.